Bonjour, merci à tous d'être venus. Le propos de ce webinaire est de vous montrer le fonctionnement de RAISE dans un processus évolutif dans le cadre d'une optimisation d'un modèle de deep learning. Dans un premier temps, je démarrerai la démonstration qui sera ensuite suivie d'une présentation des sous-jacents, de comment fonctionne la solution. Et ensuite, nous retournerons voir comment le modèle évolutif a permis de créer un nouveau modèle d'intelligence artificielle de deep learning qui sera optimisé, mais nous verrons à ce moment-là. Donc, la première chose que je vais faire, donc là, je me suis déjà connecté à l'interface. N'importe qui peut se connecter et créer son modèle. Donc, je vais commencer par créer une présentation, webinar janvier 2022. Je choisis, alors, je vais essayer d'expliquer un par un les différents éléments. Ça vous paraîtra flou dans un premier temps, mais après l'explication, on pourra revenir dessus. Donc, le premier élément, c'est que je choisis quel est le score qui va me servir de base à la sélection des modèles. Comme on est dans un mécanisme sélectif, quel est mon objectif? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux avoir le score, les modèles qui sont les plus performants en termes de score ou les moins performants, c'est-à-dire les moins avec le score le plus faible? C'est pas forcément les moins performants, mais le score le plus faible. Ça dépend, ça c'est un choix d'objectif. Si par exemple je veux faire un robot qui ait le meilleur équilibre pendant le plus longtemps, bah, je vais choisir celui qui a le score le plus élevé. Si je veux celui qui tombe le moins, je vais prendre le score le plus bas. Donc je choisis mon score. Ensuite, il y a un deuxième paramètre qui est important, que nous on appelle la biodiversité, qu'on appelle aussi le Hall of Fame. En fait, c'est la liste des modèles que l'on va conserver comme étant les meilleurs et qui vont servir de reproducteurs. Donc, c'est ces modèles-là qui servent à fabriquer les mutants, à fabriquer les enfants mutés qui vont rentrer dans la compétition. Donc, plus on met un nombre élevé, plus on a des chances d'avoir une diversité génétique qui fait que lorsque l'on va rencontrer une difficulté, les systèmes vont pouvoir passer outre. Plus c'est faible, donc si je mets une biodiversité de 1, dans ce cas-là, c'est-à-dire que seul un enfant plus fort que son parent, que le champion peut gagner. Donc c'est une compétition directe. L'avantage, c'est que ça va plus vite, mais on peut tomber dans une impasse évolutive. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver bloqué plutôt que de raison. Donc en général, moi je mets, là pour la démonstration, on va mettre une biodiversité de 7. Ensuite, le deuxième élément qui est important, c'est de savoir, quand on fait des modèles évolutifs, donc on est en intelligence artificielle, on fabrique donc des cerveaux numériques, donc basés sur des réseaux de neurones. Ces réseaux de neurones, ben, on a tendance quand même à vouloir avoir des modèles. Le système a tendance à prendre de bons points assez facilement, même s'il y a des mécanismes qui permettent de fabriquer des modèles plus petits. Donc petit à petit, l'idée, c'est de se dire comment je contrôle la croissance de mes modèles. Donc là, on a la possibilité de ne faire aucune limite. On laisse le système gérer tout seul. C'est la première option, c'est illimité. Ou alors, à l'opposé, je dis je ne veux que des modèles qui soient plus petits que mon modèle initial. Donc là, c'est dans le cadre d'optimisation. J'ai besoin, par exemple, j'ai un modèle de détection d'images que j'ai fabriqué. Je veux l'intégrer dans du edge computing, c'est-à-dire sur des petites caméras qui ont peu de puissance de calcul et donc pas la possibilité de travailler sur les gros modèles qui existent. Eh ben, on va prendre un gros modèle, on va le mettre limité, on va laisser le système l'optimiser, le rendre plus petit pour qu'il puisse tenir. Donc, c'est cette option-là. Là, je prends cette option-là dans le cadre de la démonstration. Bon, le plan, c'est si vous êtes abonné. Ça, c'est le framework qu'on va utiliser. Ici, on va utiliser TensorFlow de Google. Ensuite, je peux définir un quota. Donc, je me dis, je veux qu'il s'arrête dès qu'il a atteint 500 mutants, c'est-à-dire 500 expériences, 500 modèles. Ensuite, là, je vais définir où se trouve mon modèle, si j'en ai déjà un. Si j'en ai pas déjà un, on pourra toujours le fabriquer. Je rentre pas dans ces détails-là, c'est pas forcément important. Donc là, à partir de ce moment-là, il va me créer un projet. Je peux télécharger le connecteur. Donc j'ai déjà un peu préparé, j'ai déjà un connecteur qui a été téléchargé. Donc c'est ce que j'ai mis dans le Google Colab. Et là, voilà le projet qui a été initié. Maintenant, si je rentre dans le Google Colab, j'ai la possibilité de créer un modèle si j'en ai pas.
Et sinon, là, j'ai un modèle là, qui est un modèle initial que j'ai créé. Alors, l'exemple que je fais ici, on est basé sur un jeu de données normalisé qui vient qui vient de la communauté publique, qui s'appelle MNIST. L'objectif, c'est de détecter, faire de la reconnaissance de caractères, de chiffres. Donc pour des raisons d'accélération et qu'on puisse le faire dans le temps imparti, normalement il y a 60 000 jeux de données. J'ai limité à 500 pour 1000 pour l'apprentissage et 500 pour la validation. Donc comment ça marche? En général, on a un jeu d'apprentissage et après, on a un jeu de test qui permet de vérifier si le système n'a pas trop appris et qu'il est capable de généraliser sur des images qu'il n'a jamais vues. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer directement le processus. Donc je le lance. Voilà, on va montrer. Donc là, ça c'est dans l'interface. Donc le système, là c'est le connecteur, il est installé et il pilote automatiquement le TensorFlow. Donc la première chose, c'est qu'il prend le modèle initial. Donc on voit ici qu'on est sur un modèle à 5 couches. Sur à 6 couches si je considère l'input. Et il est en train d'évaluer et le système va commencer. Donc là, il est en train d'échanger avec notre serveur qui est en train de générer une nouvelle population d'éléments. Donc ce que je propose maintenant, c'est qu'on va basculer sur ma présentation. C'est où? C'est là. Je vais arrêter le partage de ça et je vais partager ma présentation. Donc, on a développé Data Valoris pour revenir. On existe depuis 6 ans maintenant. On a commencé en faisant de l'accompagnement aux entreprises pour mettre en place, pour traiter les données et pour mettre en place des intelligences artificielles. Dans ce contexte, on est aussi membre du Hub Francia, ce qui permet d'obtenir un certain nombre de subventions ou d'aides de l'État pour la mise en place d'intelligence artificielle. Ce n'est pas le propos de la réunion d'aujourd'hui ni de ce webinaire. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'accompagnement qu'on peut produire, mais on a constaté, de par notre expérience, qu'il manquait un élément dans la production d'intelligence artificielle, c'est l'automatisation de la production de modèles de deep learning. Aujourd'hui, c'est fait de manière empirique par les data scientists, alors, certains d'entre vous doivent l'être, où on fabrique à la main, on teste, on vient, etc. Donc, on n'a pas de mécanisme d'automatisation de cette conception. Donc le problème qui en hérite, c'est que il n'est pas possible aujourd'hui, en tout cas il n'existe pas de règles fixes et partagées par tous pour fabriquer des modèles d'intelligence artificielle. De manière générale, quand on travaille en tant que data scientist, on va récupérer un modèle qui existe déjà et on va essayer de l'améliorer en essayant ceci, en rajoutant cela. Mais contrairement à des cuisiniers ils peuvent s'appuyer sur les règles de la chimie et de la physique. Nous, quand on fabrique un modèle aujourd'hui, aucun data scientist ne sait comment fabriquer un modèle de deep learning. Il y a quelques règles qu'on applique, des règles empiriques qui parfois changent. Donc, il y avait la mode, c'était de mettre des couches de convolution. Maintenant, on revient sur du dense. Il y a eu la mode des transformers il y a très peu de temps sur tout ce qui était traitement du langage. Il y en a qui reviennent dessus, qui commencent à revenir sur d'autres types de modèles. Donc, c'est vraiment une construction petit à petit avec une sorte de sélection naturelle, réellement naturelle, entre data scientists qui font de la compétition et qui, quand il y en a un qui a dit tiens, regarde, quand j'ai mis telle couche, j'ai un meilleur résultat, et le partage avec tout le monde et tout le monde avance de ce côté-là. Nous, ce que l'on fait, c'est qu'on va industrialiser cette partie-là et on va s'affranchir des biais humains dans la construction de ces modèles. Où est-ce qu'on se positionne? Donc, dans un flux complet de processus, d'abord, l'étape 1, c'est de définir qu'est-ce que je veux faire. Donc ça, c'est une étape qui est indispensable et souvent qui n'est pas très bien gérée en entreprise. C'est là où on intervient souvent en accompagnement. Après, on récupère les données, on prépare les données, on peut les visualiser. Donc là, on est dans du BI. Et nous, on travaille, en tout cas la partie RAISE, se concentre sur la fabrication des modèles de deep learning. Donc, on est dans la partie ModelOps, et tout ce que je vous ai montré ici, c'est du UMLOps, voilà, dans le but de mettre en production. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, n'hésitez pas à intervenir pour commenter. Donc, qu'est-ce que ça change, notre approche?
Le data scientist, en fait, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va fabriquer son modèle en partant du principe qu'on est sur des problématiques où on utilise forcément du deep learning et des modèles de réseau de neurones. Il va fabriquer son modèle, il va le tester, il va peut-être parfois revenir, refaire les données, retester manuellement, etc. Et une fois qu'il est content et qu'il a trouvé un modèle, il va passer à l'étape d'après qui est de se dire, mais comment je le mets en production? Et donc, il va commencer à introduire les questions de contraintes de production, comment je peux le faire, etc., jusqu'à ce qu'il le mette en production, en sachant qu'il y a beaucoup d'échecs entre l'étape 2 et l'étape 3. Et l'étape 2 est souvent très lente et nécessite beaucoup de travail du data scientist. Nous, ce que l'on propose, c'est qu'en fait, on va travailler directement sur l'objectif et on va intégrer dans l'objectif les contraintes de production. Si l'idée, c'est de dire mon modèle doit consommer tant de puissance à chaque utilisation et pas plus, on va l'intégrer directement dans les contraintes et dans le calcul du score, comme je l'ai mis tout à l'heure, là, dans l'exemple que j'ai lancé juste en début de webinar, j'ai commencé en disant je veux des modèles qui soient plus petits que le modèle qui m'a servi initialement. Et ensuite, une fois que j'ai défini ces contraintes, que j'ai défini la méthode dont je veux que la sélection se fasse, le système tout seul va produire des modèles, alors ce que je n'appelle mutants, jusqu'à obtenir le champion. Et comme on a dès le départ intégré les contraintes de production et les contraintes business, automatiquement, on va pouvoir le mettre en production. Donc on se retrouve dans une chaîne de valeur autour de l'intelligence artificielle pour produire les modèles. Donc voilà, bon, ça c'est plus une liste de services ou d'accompagnement que disons que ce que ça permet. Mais ce qu'il faut voir, c'est que notre approche va permettre de générer automatiquement des modèles, d'industrialiser le processus. Les data scientists vont pouvoir se concentrer sur la partie modélisation du problème business, intégration des processus. Donc, on va lui demander de travailler sur les données, de travailler sur l'objectif, et puis travailler sur le modèle, vu que de toute façon, aujourd'hui, on ne sait pas comment construire un modèle, ça ne sert à rien de se concentrer dessus. On n'empêche pas de le faire, parce qu'on peut intégrer des modèles qui auront été faits par le data scientist, bien sûr, mais on va le dire, voilà, maintenant, on va pouvoir optimiser ce que tu as fait. Les modèles qui sortent, je ne sais pas si vous avez entendu parler du GPT-4, c'est des modèles qui sont monstrueux en termes de taille, ils sont tout sauf optimisés. Ce sont des modèles qui sont là pour faire du brute force et avoir la meilleure efficacité sans contrainte de coût, de puissance de calcul. La vraie vie, c'est pas ça. Et on a besoin d'optimisation, ça a des coûts, il faut contrôler les coûts, maîtriser les coûts. Donc, une des méthodes, c'est d'optimiser de cette façon-là. Après, la particularité, on y reviendra après, c'est que nous, le connecteur, il est installé chez le client, donc chez vous, et les données restent chez vous. Ce qui veut dire qu'on s'affranchit de toutes les problématiques de confidentialité de données, de sécurité, vu que les données restent chez vous. La seule chose qui circule entre notre plateforme SaaS et votre environnement, ce sont les modèles d'intelligence artificielle qui circulent. Donc nous, on est compatible avec les frameworks existants du marché, mais on peut aussi faire des connecteurs spécifiques à certains frameworks que vous pourriez avoir développés de par vous-même. Ça arrive assez souvent dans le milieu militaire, par exemple, où tout est sous contrôle et ils n'utilisent pas du tout de solutions provenant de l'extérieur. En tout cas, ils les ont adaptés à leurs propres besoins. Et on s'intègre dans tout ce qui est processus de traitement des données. Alors, quelques résultats. Donc à droite, c'est plus le note papier, il y a le benchmark que vous pouvez télécharger sur notre site où on est parti. Donc c'est le même modèle que ce qu'on est en train d'utiliser. On a pris le champion, je ne sais pas si vous connaissez Kaggle, on a pris le champion il y a 2 ans et demi du champion Kaggle et on l'a passé dans notre moulinette d'optimisation et on a réussi à obtenir un modèle qui passait de 700 000 paramètres à 200 000 paramètres et avec une augmentation de la performance non négligeable, vu qu'on est passé de 0,99 à 0,996, ce qui est beaucoup à ce niveau d'évolution. À gauche, il y a un vrai cas concret. Donc là, vous commencez déjà à voir des visualisations. Ça, c'est le modèle initial sur le data scientist de ce client qui était bloqué. Ça faisait 6 mois qu'il n'arrivait pas à avancer. Voilà son modèle, hein. Et il a mis le modèle dans notre système et au bout d'une semaine, on a réussi le système a automatiquement sorti ce modèle-là qui est passé donc de 96% d'efficacité à 99% d'efficacité. Donc on a divisé par 3 les erreurs, ce qui aussi à ce niveau-là est une performance. Et on a arrêté, hein, on aurait pu continuer et peut-être aller plus loin. Donc l'intérêt, c'est que le modèle, en fait, il va tirer le maximum des données qu'on lui met à disposition, le système.
de manière automatique. Si on lui donne les mauvaises données, il vous fabriquera peut-être un modèle qui ne sera pas bon, ce qui vous permettra de vous dire, j'ai un problème quand même sur mes données. Alors que si c'est moi qui fais le modèle, je suis un peu bloqué, je dis, est-ce que c'est moi qui ai fait un mauvais modèle ou est-ce que c'est mes données qui ne sont pas bonnes? Donc, ça permet aussi de répondre à ce genre de questions. Alors, comment ça marche? Je vais parler de mutants. Donc, on fait des mutations. Donc là, ici, au centre, vous avez un modèle avec un capteur, un actuateur, donc c'est un moteur ou quelque chose une sortie. Et entre les deux, il y a des couches de neurones qui sont entre les deux. Donc ça peut être des neurones, des couches de neurones. Et à partir de ça, on va leur appliquer des mutations. Donc de ce parent, qui pourrait être donc dans notre biodiversité, dans notre Hall of Fame, on va générer, dans cet exemple, 4 enfants mutants. Le premier, on a rajouté une couche entre la couche D et la couche B, ou un neurone, après, ça dépend des frameworks. Dans le deuxième mutant, on a rajouté une couche en parallèle en plus. Dans celui du bas, on a rajouté un lien. Et dans le dernier, on a rajouté 2 liens qui regroupent et qui rebouclent les choses. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que certaines mutations, selon les frameworks qu'on utilise, sont possibles ou ne sont pas possibles. Typiquement, la mutation en bas à droite n'est pas viable dans un framework TensorFlow, typiquement. Donc, on ne la fait pas dans ce cas-là. Après, comment ça marche? On commence, donc on a un premier modèle. Il a 95% d'efficacité. Je suis dans un contexte où je vais garder les 2 meilleurs. Donc, on va avoir une biodiversité qu'on dit de 2. Et on va, dans le cycle de reproduction, la population qu'on va générer à chaque cycle, c'est 3. Donc là, je vais générer 3 enfants mutés du parent. Et le parent, je le garde parce qu'il est en compétition. Donc, au cycle 1, je me retrouve avec 4 modèles en compétition. Je vais garder, d'après mes règles, les 2 meilleurs. Donc, j'élimine les 2 plus mauvais. Donc, j'ai de nouveau maintenant, dans ma capacité, 2 modèles par an qui vont servir de reproducteurs. Je vais donc faire un deuxième cycle. Donc, je vais conserver, bien sûr, les parents et je vais générer 3 nouveaux mutants. Et je vais, une fois de plus, comparer le résultat et sélectionner. Donc, on a ces deux-là. Donc, ce que l'on s'aperçoit, c'est que le parent initial, il avait tenu le coup, puis là, il a été remplacé par un de ses enfants. Pardon. Voilà. Je fais un cycle 3. Et sur le cycle 3, pareil. Donc, ce qu'on constate, c'est que j'ai toujours là, du coup, 5 mutants, vu que j'ai les 2 parents plus les 3 du cycle concernés. Et je vais, une fois de plus, sélectionner les 2 meilleurs. Et je m'aperçois que là, j'ai obtenu un modèle qui est champion, qui a une efficacité de 99,1%. Donc là, on l'a fait sur 3 cycles. Tout ça, c'est complètement automatisé. C'est ce qui est en train de tourner dans la démonstration. On va revenir dessus juste après. Et ça tourne. Alors, il y a d'autres intérêts à ce fonctionnement-là. C'est-à-dire que comme le système évolue, si à chaque cycle, les données aussi évoluent, le système va évoluer en fonction des données. Donc, une des problématiques que l'on rencontre énormément quand on fait de la data science, c'est le phénomène, c'est-à-dire une fois qu'on est content de l'avoir mis en production, il y a un phénomène qui arrive au bout de quelques semaines, quelques mois, alors parfois quelques jours, parfois ça peut être une année, ça dépend de la variabilité des données. On se retrouve avec une problématique qui s'appelle le data drift, dans le milieu, et donc les données changent, ce qui veut dire que le modèle perd de la pertinence. C'est-à-dire que si aujourd'hui, par exemple, notre champion il est à 99,1, et ben, dans 6 mois, si je ne change rien, je garde le même. Si les données ont changé, par exemple, le comportement des clients a changé, du coup, il va plus être à 99,1, il va peut-être descendre à 90, 70, et à un moment, il sera plus du tout pertinent, et là, il y a le métier qui va venir, attendez, ton truc, il se plante à chaque fois maintenant. Donc, l'idée, c'est de se dire, on va intégrer dans ce flux évolutif l'évolution des données. Donc, ça, on peut le faire. Et donc, ce qui veut dire que régulièrement, on va avoir un champion qui va ressortir. Et le champion du moment sera toujours en phase avec le jeu de données. Donc, c'est très intéressant quand on est sur des données qui ont une variabilité importante. Comment ça marche d'un point de vue opérationnel? Donc, comme je le disais, d'un côté, vous avez votre environnement. De notre côté, il y a la plateforme SaaS. Et entre les deux, on a mis en place, vous installez un connecteur, donc il est plus de votre côté, il est installé ici, et il va piloter le moteur d'intelligence artificielle qui aura été utilisé. Donc la première étape, on récupère un modèle existant, ou on en crée un. Il arrive ici, on le transforme, on lui rajoute un code génétique.
En ce moment, avec le Covid, tout le monde parle de mutations, disons de variants. Donc, on fait des variants. Donc, on a un code génétique qui mute et qui fait des nouveaux variants. Et donc, de ces mutants, on va en fabriquer, là, dans l'exemple que j'ai montré juste avant, on fabriquait 3 mutants à chaque cycle. On envoie les 3 mutants au connecteur. Le connecteur fait un petit apprentissage et évalue le score de chacun des mutants, récupère le score. Donc, comme on le voit, les données ne circulent pas. Le score remonte ici au mécanisme, au moteur de sélection. Là, on va sélectionner les modèles les plus performants. Donc, si je veux les plus petits, je vais prendre ceux avec des performances identiques mais d'une taille inférieure. Et je vais générer un nouveau cycle. Donc là, le nouveau cycle va créer des nouveaux mutants en se basant sur les parents. Et ça, c'est un cycle continu. Excusez-moi. Et de temps en temps, on va extraire le champion de la liste pour le mettre en production, devant avec un flux de mise en production, en sachant que naturellement, si on a bien fait notre travail, les modèles qui sont sélectionnés intègrent dès le départ les contraintes business, bien sûr, ça c'est ce qu'on fait naturellement en tant que data scientist, mais aussi les contraintes de production, ce qui veut dire que le champion est tout à fait capable de sortir directement en état d'être mis en production. Si vous avez des tests supplémentaires à faire pour le mettre en production, moi j'aurais tendance à dire intégrez-les dans le processus de sélection. Comme ça, il n'y a jamais besoin de faire de tests complémentaires. Par contre, on peut enrichir les règles de sélection. Donc, les données ne sortent pas de chez vous. Seules les intelligences artificielles circulent et leur score. Et vous pouvez sortir de manière régulière le champion du moment qui est adapté à votre jeu de données ou une évolution continue. On peut très bien le mettre en position et laisser le système tourner et attendre un nouveau modèle plus tard parce qu'on veut le mettre en production la semaine prochaine, mais on sait qu'on en aura des meilleurs dans 2 semaines, dans 3 semaines, etc. Voilà. On peut s'intégrer avec différents outils du marché, donc qui permettent de s'intégrer dans des pipes de données, dans des flux de données avec les RPO ou dans de la business intelligence. Donc ça, on sait s'intégrer complètement dans ce genre de processus. Donc les use cases, je vais revenir sur quelques use cases. Après, la partie optime, c'est celle qui est la plus utilisée, celle qui est utilisée par les experts aussi, qui va, à partir d'un modèle existant, rentrer dans l'optimisation. Donc là, l'idée, c'est de se dire, j'ai mes données, j'ai un modèle, je suis un data scientist, je me suis fabriqué mon modèle, je considère que c'est le meilleur que j'ai pu fabriquer ou le meilleur que j'ai trouvé sur le marché, je le mets dans le système et je l'optimise. C'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, où on est passé de 96% d'efficacité à 99% d'efficacité, ou l'exemple qu'on va faire aujourd'hui, où j'ai déjà un modèle et mon but, c'est d'en trouver un plus petit, plus performant. Et là, donc, il y a le cycle qui tourne et de manière générale, on sort le champion. Toujours le même mécanisme. Un autre cas d'usage qui est très intéressant, c'est le cas d'usage de l'apprentissage fédéré. L'idée, c'est que comme nous, les données, elles ne sortent pas de chez le client, c'est les IA qui circulent. On peut très bien imaginer, alors je vais prendre un exemple, je suis l'hôpital, le CHU de Marseille, je veux faire un mécanisme de détection de cancer, d'un certain type de cancer, mais je m'aperçois que j'ai que mes données à moi et que mes données, même si elles peuvent être suffisantes, elles incluent des biais parce que j'ai que des populations méditerranéennes. Donc, je vais appeler le CHU de Lille et je vais dire, voilà, moi, j'aimerais bien travailler aussi avec vos données parce que dans la détection de telle maladie, il me faudrait que j'ai des données aussi de populations qui viennent nordiques. Donc, est-ce que dans ce contexte, on peut partager nos données? Et là, commence le problème. Bien sûr, sur le principe, pourquoi pas partager les données? Mais bon, il faut respecter la RGPD, faire de l'anonymisation. On sait très bien que l'anonymisation, c'est coûte cher. Et en plus, ça transforme les données. Donc, ça rajoute des biais dans les données. Donc, l'idée, on va installer un connecteur à Marseille, un connecteur à Lille, et Raise va faire circuler les IA et les faire évoluer avec les données et apprendre et faire une IA qui va apprendre. Et du coup, Lille et Marseille auront après, au final, un moteur qui pourra prédire des maladies. Alors, ce que je dis ici pour les hôpitaux peut très bien marcher entre deux banques qui veulent faire un service commun de détection de fraude cross-banque. Et dans ce contexte-là, comme elles ne voudront pas se partager les données, ils ont juste besoin de se mettre d'accord sur le format des données. Et aucune des données ne quitte chacune des banques.
Voilà, donc ça c'est un exemple, et c'est aussi valable dans le marketing, où des équipes, des marques peuvent vouloir partager faire une IA qui va permettre de prédire, par exemple, le comportement des clients, mais ils aimeraient bien qu'entre la marque 1 et la marque 2, qui sont sur le même sujet, ils partagent leurs données pour faire une prédiction un peu plus efficace. Mais bien sûr, chacune des deux marques ne partagera pas ces données, même quand elles sont dans le même groupe. Il peut y avoir des reventes. Donc ça, c'est le cas numéro 3. Le cas numéro 4, c'est le cas où on a beaucoup de données qui changent. Donc, on parlait de comportement client dans le marketing. Et bien là, dans ce contexte-là, ben, on va mettre en place le système et on va avoir donc le client qui va automatiquement générer des modèles en fonction des datas. Et comme les données changent, le modèle va évoluer en fonction des données qui évoluent. Et de manière régulière, on va extraire les champions du moment et le mettre en production. Ça, c'est un exemple de modèle. Là. Je vais vous montrer des modèles. Donc, on est parti d'un modèle. En général, les humains produisent des modèles relativement simples, qui sont des modèles assez linéaires. Parfois, on peut avoir des modèles avec quelques sauts, mais c'est rarement très compliqué. Et le système qu'on voit en bas à droite, c'est un modèle qui a été optimisé. Alors, on a l'impression qu'il est un peu plus complexe, mais en fait, il est plus petit et plus performant. Je vais revenir maintenant. Je vais fermer la présentation et je vais revenir à notre. Donc ça, c'est le système côté client. Donc là, on est sur le connecteur, il fabrique des modèles. On va aller regarder maintenant ce que ça a donné. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Donc, je suis parti d'un modèle qui faisait 2 300 000 paramètres. Il avait une efficacité toute relative de 34,8%. Donc, c'est-à-dire qu'il faisait des erreurs. Il fait beaucoup d'erreurs sur la reconnaissance. Bon, ça, c'est son code, etc. Et voilà, pour l'instant, on a un champion qui est 2 fois plus petit, donc 1,2 million, et qui a une efficacité de 94,2%. Il est de génération 3. Donc là, on est à la génération 5, donc on n'a pas de nouveaux mutants qui ont été meilleurs depuis la génération 3. Voilà, et on va aller regarder la tête qu'il a. Alors, donc voilà, donc là, c'est un modèle. Là, dans notre cas, il est resté sur un modèle relativement simple. Donc là, on a une visualisation 3D des couches. Donc là, je peux voir les couches. Donc là, il a fait un conve, un deuxième conve. Là, il a rajouté un flatten, c'est des couches, du dense. Donc pour l'instant, il a avancé de ce côté-là. Donc si je regarde le modèle initial, on ne va pas voir fondamentalement de grosses différences, si ce n'est qu'il est beaucoup plus performant pour une taille beaucoup plus faible. On va regarder si on a un champion en taille. Donc là, on a un champion qui a 90% d'efficacité, qui est de génération 2. Donc ça, c'est celui qui est le plus petit avec l'efficacité la plus importante. Voilà. Et il a 203 000 paramètres. Donc il est 10 fois plus petit. On va regarder s'il a sa forme, est-ce qu'il est aussi linéaire. Donc lui, il est linéaire, mais on voit qu'il a une couche de moins que le modèle initial. Donc ça donne une idée des informations. Donc j'ai des informations. Ici, mes cycles, ils durent 2 minutes 15. Donc toutes les 2 minutes 15, j'ai un nouveau cycle. Chaque évaluation me prend 23 secondes. La technologie, là, je vois que j'ai une biodiversité de 7 et j'ai un contrôle de croissance de 8. Donc tout ça, c'est les paramètres que j'ai mis en exergue. Après, si on veut regarder l'évolution du score, là, on a un exemple pour l'instant qui est relativement simple. Il a avancé, on en est à 54 mutants, on a progressé et on va le laisser tourner. Il continue de tourner. Si je retourne sur le Google Colab, donc là, il est en train de tourner, il est en train de fabriquer un mutant qui, a priori, n'est pas très efficace. Donc, il fabrique et il teste. Il fabrique et il teste. Donc là, il teste sur un certain nombre de trucs. Alors, je ne lui ai pas facilité la vie parce que je lui ai donné assez peu de données à apprendre. Donc, je lui ai compliqué la vie. Il a peu de données d'apprentissage et par contre, il a beaucoup de données d'évaluation, ce qui force à avoir des scores qui sont quand même beaucoup moins bons. J'espère que cette présentation vous aura plu et vous aura démontré la simplicité et l'efficacité de l'utilisation de Raise dans votre contexte pour que vous puissiez faire vos propres modèles ou faire évoluer vos modèles dans le cadre de vos projets. Cette solution est disponible, vous pouvez vous connecter, la tester. N'hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous ouvrir des accès supplémentaires si vous voulez aller plus loin dans vos tests. Merci et bonne journée.